bienvenue dans un nouvel update lecture. Comme je vous l'ai dit dans le dernier, je suis habillée pareil parce qu'en vrai ça fait genre 5 minutes que j'ai fini de tourner le dernier. Mais c'est pas grave, j'ai de nouveau 4 livres à vous présenter. Donc on y va, c'est parti. On va commencer avec une énorme déception et un petit gros coup de gueule, hein, voilà. Comme si c'était toi de Mary McFarlane. C'est un livre qu'on a pas mal vu tourner. Il est sorti chez Milady il y a pas très longtemps, il y a quelques mois je dirais. Et on l'a quand même assez vu tourner, et d'après ce que j'en avais déduit, les gens avaient plutôt bien aimé. Et ben moi j'ai pas du tout, en fait non seulement j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé les personnages, et surtout je n'ai pas du tout apprécié le message qui est transmis par l'autrice. Et franchement ça m'a énervé. Bref, on va y suivre Anna. Donc dans la préface ou le premier chapitre, je sais plus, attendez je vérifie pour pas dire de conneries. Dans le prologue, on la rencontre, elle est au lycée, et en gros elle doit avoir 15-16 ans. Et en gros, elle est un peu grosse et elle se fait humilier par les gens de son lycée. Elle croit que le beau gosse va chanter avec elle ou danser avec elle, je sais plus, à leur espèce de représentation de fin d'année. Et en fait, pas du tout, évidemment. Il lui fout la honte totale et tout le monde se fout de sa gueule. Et on la retrouve quelques années plus tard, quand elle doit avoir une trentaine d'années. Je crois que ça fait 15 ans qu'elle a quitté le lycée, un truc comme ça. Et il y a organisé, évidemment, la réunion des anciens élèves. Et elle hésite à y aller. Bon, elle va finir par y aller, hein. Il y a pas de suspense, en vrai. Et on va suivre ça. J'ai pas aimé plusieurs choses. Premier message que j'ai pas du tout aimé, c'est elle est grosse, elle est moche, elle maigrit, elle devient belle. Bah non, en fait. Au-delà du fait que c'est pas parce que t'es grosse que t'es moche, c'est pas parce que t'es maigre que t'es belle, en fait. Y a pas de... C'est pas vrai, c'est pas cohérent du tout. Et n'importe qui peut trouver n'importe qui beau ou moche, ce sont une question de goût et de couleur. C'est pas parce que t'es maigre que tout le monde te trouve magnifique, ce n'est pas vrai. Première chose qui m'a agacée. Deuxième chose qui m'a agacée, le côté si t'es maigre au lycée, t'as pas de problème. Personne t'insulte, personne t'agresse, personne t'attaque. Alors excusez-moi les gens, et croyez-moi, je parle en connaissance de cause parce que je n'ai jamais été cataloguée de grosse dans ma vie. Détestez-moi pour ça si vous voulez, je m'en fous. Mais moi j'ai le problème inverse. C'est-à-dire que moi je me bats pour ne pas maigrir. Voilà. Les gens me détestent pour ça, mais c'est pas grave. C'est pas ma faute. Donc j'ai jamais été cataloguée comme grosse, je suis plutôt cataloguée de mince selon la société, hein. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de me faire insulter, critiquer, rabaisser quand j'étais au lycée. Donc être mince ou maigre selon les stigmates de la société ne vous garantit absolument pas de ne pas vous faire insulter au lycée. Et ça, c'est un message qui est répétitif dans le livre. L'autrice insiste encore et encore là-dessus, à base de si tu maigris, tu seras belle et personne te critiquera. Bah non les gens, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Et ce qui me dérange avec ce message-là, c'est que déjà que si t'as 15-16 ans et que tu lis ce livre, c'est que t'es pas très bien dans ta peau. Enfin, à 15-16 ans, t'es rarement hyper bien dans ta peau. Et si tu lis ce livre, genre je sais pas, si t'es un peu ronde et que tu lis ce livre et que tu te dis bah je vais maigrir parce que comme ça je serai belle et on m'agressera plus, que tu maigris et que tu vois que ça ne change rien, parce que croyez-moi, ça ne change rien, ça ne va pas t'aider. Comment ça peut t'aider si tu fais l'effort de correspondre à l'espèce de stigmate de la société et que tu te rends compte que ça ne suffit pas? Forcément, ça ne va pas t'aider. Parce que ça ne suffit pas, hein. Croyez-moi, ça ne suffit pas. Donc ça m'a gavé. Et puis alors, truc qui m'a fait que j'ai dit non, pas possible en fait, c'est que le gars, donc le super beau gosse du lycée là, la recroise 15 ans plus tard à la réunion des anciens élèves, il ne la reconnaît pas, de 1, en gros connard qu'il est, et il va jusqu'à oser dire si un canon pareil était avec moi au lycée, je m'en rappellerais. Bah non, tu t'en rappellerais pas, gars, parce que tout le monde t'a tellement mis dans le crâne qu'il fallait que tu l'insultes et que tu la rabaisses parce qu'elle était grosse que t'as même pas fait gaffe d'à quoi elle ressemblait. Parce que si elle est belle une fois maigre, elle était belle grosse en fait, ça ne change rien. Enfin, je sais pas, ça me rend taré, je suis en train de m'énerver. J'ai vraiment détesté ce message-là. J'ai pas été hyper loin dans le livre, hein. Je me suis arrêtée à la page 78. Je vais dû parler un peu vite là. Désolée. Donc je me suis arrêtée à la page 78, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et non, en fait, je veux pas. Je déteste absolument tout ce qui est mis en place et tout ce qui est exprimé dans ce livre-là. Le personnage principal m'agace parce qu'elle croit elle-même que depuis qu'elle est maigre, elle est belle. Alors excuse-moi, mais non, en fait, si t'es belle maigre, t'es belle grosse. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que je trouve ça important. Et puis alors le gars là qui ose du haut de son piédestal dire non mais un canon pareil, je l'aurais remarqué, bah non, tu l'as pas remarqué parce que comme tout le monde autour de toi l'insultait et la rabaissait, bah t'as juste fait comme tout le monde et tu ne t'es même pas rendu compte de ce que tu faisais. Et au passage, c'est dégueulasse et ça se fait pas. Bref. Donc voilà, je ne sais pas comment ça finit, mais j'ai vu la fin venir gros comme une maison, à base de elle l'aime toujours, de il se rend compte qu'elle est belle, et ils finissent ensemble parce qu'elle a maigri au passage, hein, sinon ça marche pas. Non.
juste non. Et puis alors le coup de la pauvre greluche qui s'est fait insulter par le gars au lycée et qui ensuite découvre qu'en fait il est pas si méchant et tombe amoureuse de lui, non, juste non, je ne peux pas, je suis désolée mais non. Donc j'ai pas lu, hein, voilà. Le deuxième du jour, c'est Double Reflet de Daniel Steele et malheureusement ça a été un échec. Entre Daniel Steele et moi, c'est un peu la roulette russe. C'est-à-dire qu'il y a des livres d'elle que je vais adorer, que je vais trouver hyper bien écrits, hyper intelligents, hyper cool. Et il y en a d'autres où je les trouve lourds. En fait, je pense que, et c'est normal, l'évolution de Daniel Steele a évolué au fil de sa vie et au fil de son écriture, enfin des livres qu'elle a écrits. C'est ça que je voulais dire. Et clairement, il y a une période de sa vie et une période de sa vie d'autrice au cours de laquelle elle a écrit des livres hyper lents et hyper répétitifs. Parce que, ou alors si elle les a pas écrits en même temps, elle les a écrits de la même manière en tout cas, parce que je trouve ça lourd en fait. Genre, elle répète 15 fois les mêmes trucs au début du livre. Là, j'ai lu 78 pages, décidément. Et elle te répète encore, et encore, et encore, et encore, et encore. La même chose. On a compris, meuf. On n'est pas complètement débile. Ça fait 14 fois que tu m'expliques ça. J'ai compris le contexte, j'ai compris les personnages. Passe à leur histoire, quoi. Franchement, ça m'a vraiment énervée. Donc ici, on est à New York. On est en... Je sais pas trop en quelle année on est. Mais on est à une époque où les femmes ne travaillent pas. Ça vous donne une ordre d'idée déjà. Et donc on va suivre Olivia et comment elle s'appelle l'autre, Victoria, qui sont donc jumelles. Et elles vivent avec leur père, leur mère est morte ou partie. Je sais jamais, j'arrive jamais à me rappeler si la mère elle meurt ou si elle est juste partie. Bref. Et donc on a Olivia qui est un peu la fille parfaite, elle s'occupe de la maison, elle adore faire ça, organiser des dîners, faire du shopping, être à la dernière mode, enfin la fille parfaite. Et on a Victoria, la fille rebelle, en gros, qui n'en a rien à foutre des dîners, s'occupe pas de la maison alors que c'est le travail des femmes à l'époque. Enfin, travail, voilà. On n'en a rien à foutre de la mode et comme elles sont jumelles, en gros, sa sœur, elle s'occupe de tout ça. Elle, ce qu'elle veut, c'est être indépendante, libre, faire ce qu'elle veut. Au début du livre, elle vole notamment la voiture de leur père, alors que c'est interdit par leur père, évidemment, hein, pour se barrer, faire une petite balade. Elle a envie, voilà. Ça vous donne une ordre d'idée de ce qu'elle fait de ses journées. Et donc voilà, on va suivre ça. Donc après que Daniel Steele t'ait bien répété le contexte encore et encore et encore et encore, l'histoire démarre un petit peu et j'ai pas aimé ce qui démarrait. En fait, alors sans surprise, j'ai envie de vous dire, si vous connaissez un minimum mes vidéos et moi en fait, mon personnage préféré c'était Victoria, hein, le côté rebelle, surtout que qu'ils sont à New York et je crois qu'ils habitent pas à New York et ils vont à New York dans leur maison de ville en gros. Et Victoria va découvrir le mouvement des suffragettes. Donc voilà, on est dans ces années-là. Le mouvement des suffragettes. Et elle va s'y intéresser, elle va y aller. Sauf que, elle va rencontrer un homme dont elle va tomber éperdument amoureuse. Et à partir de là, elle devient complètement soumise. Elle a un peu rien à foutre des droits des femmes, des suffragettes, de son indépendance, de ce qu'elle veut faire, de son autonomie. Elle devient une femme soumise parfaite. Et du coup, je me suis dit, mais c'était le seul truc intéressant dans le livre, c'est la seule chose qui me faisait avancer dans le livre. Si tu me retires ça, j'ai pas envie de le lire en fait. J'ai plus envie de le lire. Et j'ai quand même un peu insisté, un peu avancé, même une fois qu'elle a rencontré son gars et tout là. Mais cette manière de répéter encore et encore et encore et encore la même chose, c'est lourd, c'est lent. Et surtout, il fait. En fait, ce qui me dérange quand Daniel Steele fait ça, c'est que là, le livre fait presque 500 pages. Et que donc, vu le nombre de fois qu'elle répète les choses, en gros, si elle ne les répétait pas à ce point-là, le livre ferait 300 pages. Quoi. Donc, franchement, ça m'a saoulée. Vraiment, ça m'a saoulée. J'aime beaucoup Daniel Steele. Elle a écrit des livres magnifiques qui font partie de mes livres préférés de tous les temps, que j'adore. Et comme à chaque fois, je vous invite à découvrir Daniel Steele. Ne vous découragez pas si le premier que vous lisez vous plaît pas, parce qu'elle en a écrit plus de 90, voire plus de 100 maintenant. Donc il y a forcément au moins un livre qui aura au moins un sujet et une manière d'être écrit qui vous plaira. Mais là, c'est la période de je répète constamment les mêmes choses et je transforme le seul personnage que j'aime en personnage que je n'aime pas. Bah moi je peux pas. Voilà, donc petite déception. D'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas lu de Daniel Steele. Faudrait que j'en lise un. Mais après un échec pareil, j'ai pas trop motivé. Ensuite, j'ai lu Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel, donc le tome 2, Le magicien de Michael Scott. C'est une saga que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Dans le tome 1, on a rencontré Sophie et Josh qui sont jumeaux. Ils doivent avoir 15-16 ans, un truc comme ça. On était à New York dans le tome 1. Pardon, j'ai un cheveu qui me saoule. Et ils vont découvrir, donc chacun avait un petit job pour l'été.
Sophie dans un café et Nicolas n'importe quoi, et Josh dans une huilerie, l'un en face de l'autre. Et ils vont découvrir au début du tome 1 qu'ils travaillent respectivement pour Pernel et Nicolas Flamel. Donc Nicolas Flamel, la pierre philosophale, tout ça. Donc en gros ils sont hyper vieux parce qu'ils rajeunissent chaque année, enfin bref. Et ils vont être présents à un moment donné où des ennemis de Pernel et Nicolas les attaquent. Et donc ils vont se retrouver embarqués dans cet univers-là et vont découvrir que c'est pas par hasard s'ils se retrouvent embarqués là-dedans, en gros. J'ai adoré ce tome 1 et j'ai adoré ce tome 2. En plus, dans ce tome 2, on est à Paris et j'adore ça quand on a un univers fantastique ou fantasy basé sur Paris parce que alors, j'ai aucun souci avec la littérature américaine, les auteurs américains, les autrices américaines, vraiment pas. Mais du coup, les auteurs et les autrices ont tendance à installer leur univers de fantastique et de fantasy en se basant sur une ville qu'ils connaissent et donc en général une ville des États-Unis. Hein, voilà. Et donc là, le tome 1 se passe aux États-Unis, mais ici, Michael Scott fait revenir en fait Nicolas Flamel là où lui, parce que Nicolas Flamel est français à la base, hein, si je dis pas de conneries, ou alors en tout cas il a vécu une bonne grosse partie de sa vie de mortel, c'est-à-dire avant de découvrir la pierre philosophale à Paris. Donc c'est une ville qu'il connaît bien, c'est une ville où il est à l'aise, où il connaît plein de gens, plein de villes, où il a plein de cachettes, plein de villes, n'importe quoi, plein de rues, plein de quartiers. Et il a plein de cachettes, plein de trucs, et donc il revient là. C'était assez drôle, enfin c'est drôle. Oui et non, parce qu'on y parle de Notre-Dame de Paris, donc avant qu'elle ne brûle évidemment. Hein. Et voilà, j'ai vraiment adoré. On est sur l'esplanade de Notre-Dame de Paris, on est dans les rues de Paris avec les pavés. Voilà, franchement, j'ai adoré ça. Et l'histoire avance. J'aime bien aussi les choses qui sont mises en place entre Sophie et Josh parce que donc ils sont jumeaux, donc ils sont très proches l'un de l'autre. Ils ont grandi ensemble, ils se connaissent par cœur, ils s'aiment et tout, voilà. Et l'histoire fait qu'ils évoluent pas dans la même direction et pas vraiment de la même manière, ce qui va les séparer. Et j'ai adoré voir cette contradiction entre leur relation de base et ce qui leur arrive ensuite. En gros, c'est un univers que j'adore, ça se lit hyper bien. Ici, on est avec un magicien un petit peu fou, comme le titre l'indique, qui m'a un peu vaguement fait penser à Grindelwald. Oui, voilà, j'avoue. Bon, c'était un peu... Je crois que j'ai vu un livre fantastique à peu près au même moment. Ou peut-être juste avant, enfin je sais plus, mais en gros j'avais Grindelwald dans la tête, en gros j'avais Johnny Depp dans la tête, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Et voilà, j'ai adoré ce livre. Je crois que je l'ai dit, j'ai toujours pas acheté le tome 3, mais il faut absolument que j'achète le tome 3 pour avancer dans cette saga. Et si vous la connaissez pas, moi je vous la conseille. On est loin d'Harry Potter, hein, parce que je sais que la pierre philosophale est citée dans Harry Potter, machin, tout ça, Nicolas Flamel aussi, mais on est loin de tout ça, vraiment. C'est une saga dont j'entends pas beaucoup parler. Elle est entre la jeunesse et le young adulte, c'est pour ça que je l'avais pas mis dans ma palle du mois de juillet, parce que j'étais pas certain. Parce que moi, je considère pas ça comme de la jeunesse, mais plutôt comme du young adulte, mais du young adulte 14-15 ans. Oui, bref. Du coup, voilà, je vous conseille vraiment cette saga, ça se lit hyper bien, c'est hyper fun, c'est un univers génial, avec de la magie, avec des combats de magiciens, un peu comme dans Harry Potter, un peu comme entre Dumbledore et Grindelwald, justement, mais avec Nicolas Flamel, et deux personnages principaux jeunes. Donc voilà, j'adore cette saga. Et j'écoute Chainsaw de Nick Jonas en lisant cette saga. Ensuite, j'avais besoin d'un petit peu de légèreté, donc j'ai lu Il suffit parfois d'un zeste de folie de Nina Kelly, et ça m'a confirmé qu'il faut que je lise plus de livres comme ça, mais j'ai du mal à me tourner vers ce genre de littérature de comédie romantique un peu légère parce que le cliché de la fille qui au début passe son temps à m'expliquer que sa vie c'est de la merde, moi je supporte pas et j'arrive pas à atteindre le moment où le livre démarre vraiment, selon moi. Mais là c'est pas le cas, on rencontre Mélissa qui vit avec sa grand-mère et qui enchaîne, enfin elle a une situation un peu précaire parce que elle a pas de CDI, donc elle enchaîne les travaux, les contrats d'intérim et les CDD en gros. Et au début du livre, elle se fait engager dans un cabinet médical. Alors Mélissa est très tournée vers tout ce qui est bio, végétarien, faire attention à ce que tu manges, et aussi au niveau du traitement, on y a les traits huiles essentielles et traitements pas médicaux, mais justement avec les fleurs, avec les plantes et tout. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros elle adore ça et elle trouve que ça marche vraiment. Alors moi j'adhère pas vraiment à ça parce que je n'y crois pas, mais c'était intéressant quand même. D'autant plus que l'histoire c'est que donc elle va se faire engager dans ce magasin, n'importe quoi, dans ce cabinet médical, donc avec des médecins qui eux prescrivent des médicaments et pas des plantes et pas des huiles essentielles et pas des traitements alternatifs, je crois que c'est ça le mot. Et elle va découvrir que Benjamin, je
crois qu'il s'appelle Benjamin. Oui, c'est ça, qui est l'un des médecins. Elle le connaît déjà parce qu'elle l'a rencontré grâce à une amie à elle. Et en gros, elle s'était engueulée avec lui parce que lui est hermétique à tout ce qui est huile essentielle, traitement alternatif et tout et tout. Évidemment, on sait qu'il va y avoir une petite romance entre eux. Et j'ai vraiment adoré cette histoire. C'était vraiment cool. Ça se lit hyper bien, c'est hyper fluide, c'est très léger. Et en même temps, on est sur des personnages très travaillés et très cool. On n'est pas juste sur le beau gosse qui tombe amoureux et la fille un peu nuche. Non, ça c'est plus loin et ça va plus loin et c'est un peu plus profond que ça. Et c'était vachement cool. Vraiment, vraiment. En plus, si je dis pas de conneries, ça se passe en été. Bon, je crois qu'au moment où on sort cette lecture, l'été, on n'est pas très loin de la fin, mais vous pouvez le lire encore parce qu'on est encore en été si je dis pas de conneries. Vous sentez la meuf qui réfléchit à quand cette vidéo va sortir ou vous sentez pas? Parce que moi je réfléchis. Mais je sais plus trop, en gros. Bref. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. Je lirai autre chose de Nina Kelly, c'est sûr. Et c'est ce genre de littérature légère que j'aime en été. C'est-à-dire sans greluche, sans nunuche, sans personnage principal féminin qui ne sert à rien, qui n'a pas de cerveau. Enfin, franchement, je peux pas, quoi. Je ne peux pas. Les livres dans lesquels les personnages féminins, la plupart du temps, n'ont pas de cerveau, moi ça me saoule. Franchement, je ne supporte pas. Enfin, je trouve qu'ils n'ont pas de cerveau. Hein. Peut-être que vous trouvez qu'ils en ont un, qu'elles en ont un. Mais moi je peux pas. Bref, je sais pas quoi dire sur ce livre à part que j'ai passé un super moment, que c'était hyper léger, hyper cool et que certes c'est qualifié de comédie romantique et c'est le cas, mais on est quand même sur quelque chose de travaillé avec des personnages intéressants. Bref. Cette lecture est terminée, j'ai l'impression qu'il est un peu plus court que le dernier mais je peux me planter. Comme d'habitude j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop long. Je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.